Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Je suis en Papouasie, dans l'archipel indonésien, au cœur d'une impressionnante forêt vierge, traversée par un fleuve, le long duquel certains arbres atteignent 40 mètres de haut. Une province très isolée, au sud-est de la Papouasie occidentale. C'est là que vivent les Korowai, un peuple papou qui habite en pleine jungle. On les appelle les hommes des arbres. Il me faut 3 jours depuis la ville de Jayapura pour rejoindre leur clan. Avion, pirogue, puis une journée de marche dans cette région marécageuse. Pour s'adapter à cet environnement hostile, les Korowai ont fait de la forêt non pas un adversaire à combattre, mais un allié à respecter. Ils ont su y trouver source de vie et protection. Encore méconnus avant 1975, leur nombre est estimé à 3000, éparpillés en clans de 10 à 20 individus. Mais aujourd'hui encore, beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas été recensés, car ils sont difficiles à localiser. C'est dans cette jungle, rendue presque impénétrable par les lianes et les nombreuses couches de sous-bois, que je vais retrouver l'un d'eux. Marcus. Marcus? Bonjour. Ah, bonjour. Je suis content d'être arrivé. Je t'attendais. Tu es enfin arrivé, je suis content. C'est là que j'habite. Et qui habite ici avec vous? Il n'y a personne d'autre que ma famille, ma femme et mes enfants. Viens avec moi, je vais te montrer. Merci. Ah, c'est impressionnant, hein? Marcus semble n'avoir aucun mal à se déplacer sur tous les troncs d'arbres qui jonchent le sol. Je comprends ainsi l'origine de leur nom. Korowai signifie « qui a les jambes robustes ». C'est dans cette clairière que vit le clan de Marcus. Celui-ci se résume à sa famille. Sa femme, son frère, sa tante et plusieurs enfants. La forêt semble être pour eux un second corps qui les relie entre eux et les sépare du reste du monde. Mais comment vivre en autarcie, dans un territoire inhospitalier, là où les ressources sont limitées? Et comment habiter dans cette forêt immense? Parmi leurs maisons, l'une d'entre elles, très impressionnante, est perchée tout en haut d'un arbre. Bonjour. Comment tu grimpes, toi, ici? Tu veux me montrer? Moi, j'utilise toujours la petite échelle. Mais toi, tu es grand et costaud. Il faut quelque chose de plus solide pour que tu puisses monter. Ah oui. Ah oui, ok, c'est juste la pointe des pieds. Oui, on fait comme ça quand les maisons sont très hautes. Il faut bien enfoncer les pointes de pied ici. Les anciens faisaient comme ça. Et on fait toujours pareil. Ok, bah faut être drôlement agile quand même, hein. Je suis sûr que tu pourrais faire comme moi.
Mais par sécurité, je préférais que tu utilises l'échelle que je t'ai construite. Moi, j'ai l'habitude, mais toi, non. J'ai peur que tu tombes. Non mais moi non plus, j'ai pas envie de tomber. T'es haut quand même, hein. Comme tu es très grand, je vais encore renforcer l'échelle et serrer très très fort. Quand vous chantez, est-ce que c'est pour vous donner des forces pendant le travail? Si je ne chante pas, je n'ai pas de force. Chanter me donne de la motivation et du courage. Si vous chantez pas, mon escalier, il sera pas fini. Ne t'inquiète pas, le chef est venu m'aider. J'essayerai quand même votre escalier, pas tout en haut parce que j'ai trop peur, mais au moins la moitié, voir si je suis capable de grimper. Tu ne peux pas monter comme ça. Tu dois d'abord enlever tes chaussures. Non mais j'allais enlever mes chaussures. Mais seulement mes chaussures. Hein. Je crois que je vais finir comme ça. Ah, c'était pas encore tout attaché? Merci. Qu'il s'agisse de l'emplacement ou du choix des différents matériaux de construction, Marcus tire parti de la diversité de la forêt pour l'habiter au mieux. Cette maison en hauteur, entourée d'arbres immenses, évoque un sentiment de refuge. Heureusement que vous avez construit l'escalier pour moi, hein, parce que là, j'y serais jamais arrivé. Merci. C'est incroyable hein, d'être là, à cette hauteur. On voit vraiment devant soi toute la forêt. C'est ça que j'aime dans le fait d'habiter dans une maison haute. Le paysage est beau et surtout, il y a de l'air. À quelle hauteur la maison est construite, là? Je ne sais pas mesurer comme toi. On m'a parlé de mètres, mais je ne sais pas ce que c'est. Moi, je dirais à peu près 10 fois ma taille. Oui, moi je dirais entre 10 et 15 mètres. Hein, je pense que c'est ça la hauteur. 15 mètres. Comment vous choisissez alors la hauteur à laquelle vous allez construire la maison? Tu me demandes comme ça, mais je ne sais pas. Quand je construis, c'est un instinct. Mais pourquoi les Korowai construisent comme ça des maisons en hauteur? Il y a plein de raisons pour lesquelles nous construisons en hauteur. D'abord, d'en haut, le paysage est joli. Mais surtout, ça nous évite d'être attaqués par des bêtes. La maison est aussi protégée de l'humidité, car quand il pleut, la forêt peut être inondée. Enfin, la maison est plus claire et on voit très loin. C'est sûr que ça permet de voir de loin, mais qu'est-ce que vous regardez exactement? Je peux voir arriver les ennemis ou les mauvais esprits. S'ils arrivent, je coupe l'échelle. Elle fabrique comment la maison en fait? Les feuilles que tu vois là-haut, ce sont des feuilles de sagoutier. Les liens proviennent d'une plante qui s'appelle mangkok et le bois s'appelle buwa. Celui-là. Ce qui est troublant, c'est que quand on est ici, on voit la maison qui bouge, et c'est pas toujours très rassurant, et en même temps, on sent que c'est super solide. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non mais ça bouge bien. Je m'accroche, hein. Je m'accroche aux branches. Ne t'inquiète pas, c'est solide. Ça tient même si je bouge comme ça. Et vous pouvez être à combien ici? Dans une maison neuve comme celle-là, 20 ou 25 personnes, ça craint rien. Elle va pas s'effondrer, elle est solide. Il y a quelque chose qui me surprend ici, c'est qu'il y a deux feux.
Il y en a un pour le coin des hommes et un autre pour le coin des femmes. Ah, donc les hommes et les femmes ne sont pas au même endroit dans la maison. Quand les hommes et les femmes utilisent le même feu, ils se disputent. Donc maintenant, chacun son feu. Et là, Marcus, on est juste assis à la frontière quand même entre le coin des hommes et le coin des femmes. Hein. J'espère que ça va bien se passer. Il est où l'arbre central qui soutient toute la maison? Est-ce que là, on est assis dessus? Il est là, en dessous, tu le vois? Ah oui, oui, je le vois. Je le vois. Ah oui, oui, il est là. Il est là. Ici, là. Il est là, on le voit bien. Non, mais, on arrache le plancher, là. Ah oui. Il casse tout? Ah ouais. Ok. Donc là, on voit le tronc. Et puis c'est ficelé directement à l'extrémité du tronc. C'est impressionnant. Très impressionnant. C'est la première fondation de la maison. C'est autour de ce tronc que toute la maison est construite. C'est attaché très très serré, donc la maison ne va pas s'effondrer. Si ce n'était pas attaché comme ça, elle pourrait s'écrouler. Quand on voit la largeur du tronc, on se dit que c'est très solide. Hein. Tous ces bois sont très denses et très durs. Et puis il y a un système d'accrochage qui est assez élaboré, hein, où tout est ficelé très fermement. Moi, j'ai vu beaucoup de maisons dans ma vie, mais c'est la première fois que je vois une maison construite ainsi dans un arbre et où il y a un vrai savoir-faire technique. Je crois que je serais aussi étonné que toi si tu me montrais la manière dont tu construis ta maison. Je crois que je serais plus qu'étonné. La différence, c'est que moi, je ne sais pas construire ma maison. On l'a fait à ma place. Ici, chez les Korowai, si tu ne construis pas ta maison toi-même, c'est que tu es feignant. Comment est-ce que vous assurez l'équilibre de la maison? Parce que l'arbre principal, il n'est pas au centre. Ah oui. Le pilier central ne suffisait pas. Donc, dès le début, j'ai planté celui-ci et celui-là, et ainsi de suite. Si je ne l'avais pas fait, la maison serait tombée. Mais comment est-ce que vous faites pour savoir que ça va être stable? Quand j'étais petit, mon père m'a souvent emmené construire les maisons. Il m'a appris qu'il fallait au moins 3 supports pour que ça tienne. Le fils aîné de Marcus est parti chercher une femme dans un clan voisin. Avant son retour, comme à chaque fois que le clan s'agrandit, il faut bâtir une nouvelle maison. Celle-ci sera construite sur un arbre porteur, dans une clairière proche de celle de Marcus. Oh. Il est magnifique cet arbre. Comment est-ce que vous l'avez choisi? Cet arbre conviendra pour une maison haute, parce que je vois que son bois est solide. Avec cet arbre-là, j'ai pas besoin d'autres arbres pour tenir la maison. Une maison entière peut tenir dessus. Ben, c'est pas juste parce qu'il est solide, il y en avait plein d'autres des solides, non? Dans la forêt. Il y a beaucoup d'arbres durs, et celui-ci pourra continuer à pousser et se solidifier. Mais vous êtes libre de choisir n'importe quel arbre de cette forêt pour y construire une maison. Cet arbre m'appartient. Il se trouve sur mon terrain. Et votre terrain, est-ce que vous en connaissez les limites? La limite de mon terrain, c'est le ruisseau en bas et jusqu'à l'autre là-bas, près de la montagne. Habiter un arbre vivant implique une relation à la nature qui n'est pas animée par la volonté de la dominer, mais par celle d'être à son écoute et de vivre à son rythme.
De façon respectueuse, mais avec une grande efficacité, les Korowai tirent profit des contraintes et des ressources naturelles. J'assiste ébahi à la première phase de construction de leur maison. Après avoir grimpé avec une agilité sans pareille jusqu'à la cime de l'arbre, ils en élaguent toutes les branches pour poser le futur plancher de la maison. Celle-ci sera terminée d'ici 5 jours. Je laisse les hommes pour rejoindre Gabriel, la femme de Marcus, dans l'une des maisons du clan. Vous, les femmes et les enfants, là, vous vivez dans une maison basse? Oui, c'est comme ça traditionnellement. Les femmes sont en bas et les hommes dans la maison haute. Moi, je reste dormir en bas avec les enfants. Mon fils Sonny, Maoma, ma fille, et moi, Tan. Chez vous, est-ce que c'est cette maison, ce village ou la forêt tout entière? La forêt tout entière est ma maison. Avant, j'habitais au loin, vers la montagne. On a dû quitter la maison parce qu'elle pourrissait. Alors on a fabriqué une nouvelle maison plus loin. Et c'est comme ça à chaque fois. Dès que la maison pourrit, on cherche un nouvel arbre pour faire une nouvelle maison. La forêt n'a pas de limite. Mon mari voulait trouver un arbre ici pour notre maison, parce que ses parents vivaient ici, et moi je l'ai suivi. Je suis plus souvent en bas avec les enfants. Ils sont encore petits et c'est dangereux. Et Marcus, lui, il reste en haut. Moi, dans cette forêt, je suis complètement perdu, j'ai absolument aucun repère. Comment vous faites pour vous orienter et pour savoir, par exemple, quelle saison on est? Les bananiers poussent toute l'année. Je les plante et on les voit pousser. Ils me donnent des bananes presque toute l'année. À la saison sèche, je sais qu'il y a des tortues qui viennent. Elles déposent leurs œufs dans le sable là-bas. Mes parents m'y ont toujours emmené quand j'étais plus jeune. C'est grâce à eux que je le sais. Je sais que quand les tortues pondent, c'est la saison des fruits rouges qui commence. C'est comme ça qu'on sait quelle saison on est. Pour le reste, je regarde tous les jours la nature, pour voir si quelque chose a poussé, quelque chose que je pourrais manger avec mes enfants. Je comprends combien l'habitat des Korowai ne se limite pas aux simples maisons, mais se confond avec leur territoire. Ici, rien n'est vraiment ritualisé. Leur maison est juste un abri, et tout se déroule au jour le jour en fonction de leurs besoins. Ce matin, j'accompagne la famille de Marcus couper un sagoutier, l'arbre nécessaire à la construction de la nouvelle maison.
L'écorce servira pour le plancher et les murs, et les feuilles pour le toit. Ah, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je vais te donner une machette et on pourra le faire ensemble. Hein? C'est bon, c'est bon. Hein? Qu'est-ce qu'on coupe ça? Maintenant, tu vas m'attendre et je vais la battre. Tu restes bien là et tu regardes. Et quand l'arbre va tomber, tu cours avec moi. D'accord, je courrai vite. On enlève tout? Ça y est, c'est bon. Ok. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Marcus? Maintenant, on va attendre. C'est aux femmes de travailler. Ah, c'est pas mal ça. Les hommes ont l'habitude d'abattre l'arbre et d'enlever l'écorce, et les femmes de s'occuper du reste. On a fini. Rien de cet arbre n'est laissé de côté. La chair du sagoutier, riche en protéines, est essentielle à la survie des corowai. Sa récolte et sa préparation viennent structurer leur quotidien. Le contenu d'un arbre peut suffire à nourrir 2 à 3 familles durant une semaine. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de sagoutier? Ce que m'ont dit mes parents, c'est que s'il n'y a plus de sagoutier, c'est qu'il n'y a plus d'eau ni de soleil. Et donc c'est la fin du monde. Depuis quelques années, le gouvernement indonésien construit de nouveaux villages en bordure du fleuve pour inciter les corowai à partir de la forêt. De nombreux jeunes n'hésitent plus à quitter leur clan. Dalil, vous êtes chef de clan. Jusqu'où votre clan s'étend? Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai rencontré aucune autre famille. Il y a de moins en moins de clans à surveiller aujourd'hui, car beaucoup de vieux sont morts. Et ce sont eux qui restaient dans la forêt. Les jeunes ne restent pas. Ils s'en vont dans d'autres villages. Qu'est-ce qui explique qu'autant de jeunes quittent la forêt pour s'installer en ville? Une fois au village, ils découvrent des choses nouvelles. Ils découvrent l'électricité et avec elle la lumière. Et après ça, ils ne veulent plus revenir. En fait, quand ils descendent au village, à Maboul, ils goûtent au riz, au thé, au café. Ils goûtent à d'autres saveurs qu'ils n'auraient pas connues dans la forêt. Ensuite, ils vont de plus en plus loin pour chercher le bruit et la lumière. Ils goûtent à tout ça, c'est vrai. Mais ils apprennent aussi à s'habiller et ils ont des contacts avec les étrangers qui viennent voir le village. Et surtout, ce que les deux vieux oublient de te dire, c'est qu'ils goûtent aux filles. Alors pourquoi ils reviendraient? En forêt, il n'y a pas de filles. Au moment de quitter les corowai, je réalise combien ma rencontre avec Marcus a été forte.
pleine d'étonnement et de joie. J'ai partagé un temps la vie d'un homme qui est né, vit et mourra sans doute dans sa forêt. Sa volonté d'y rester me trouble et me rassure à la fois, car elle montre que sa maison, bien au-delà des constructions dans les arbres, c'est la forêt tout entière. Une maison sans limite qu'une vie ne suffit pas à connaître.